Bonjour. Pour commencer, il y a une petite erreur dans le programme. En fait, on est à deux. Donc, on est là aujourd'hui pour présenter la migration de France Archives d'un hébergement traditionnel vers Kubernetes. Donc, pour nous introduire, moi, je m'appelle Karine Dengler, je suis développeuse chez Logilab et mon co-speaker. Du coup, moi, c'est Arthur Lutz. Bonjour à toutes et à tous. Moi, ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille à Logilab et du coup, je suis plutôt sur la partie développement et puis la partie DevOps et puis justement aussi sur la partie migration vers le cloud et migration vers Kubernetes. Donc, pour le plan de la présentation, on va commencer par une petite présentation de ce qui est France Archives. Puis, on va parler de la migration vers Kubernetes et vous donner à la fin un petit retour d'expérience et des pistes pour la suite. Voilà, donc qu'est-ce qui est France Archives? France Archives est un site développé par Logilab pour le service interministériel des archives en France. C'est un site qui permet aux archivistes et aux enthousiastes de découvrir le contenu des archives publiques en France. Donc, vous pouvez le trouver sur francearchives.fr. C'est un projet qui est en open source, que vous pourriez trouver sur le GitHub du ministère chargé de la culture. C'est aussi un projet qui met du poids sur le open data, donc une grande partie des données sur le site sont accessibles publiquement. Et en 2020 et 2021, on a migré ce service vers Kubernetes. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? D'un côté, on voulait faciliter les développements en permettant de déployer facilement des démos du site, mais aussi de déployer une instance qui sera déployée en livraison continue. On voulait profiter de la flexibilité des ressources, qui est un des grands points forts du cloud. On voulait améliorer la sécurité du site en isolant plus les composants qui, vous allez voir, étaient avant plus près les uns de l'autre. La flexibilité des ressources permet aussi de mieux gérer les coûts et aussi d'améliorer la collaboration avec l'hébergeur. Donc, l'architecture précédente, on avait... Tu restes devant le micro. Ah oui, désolé. Donc, voilà. Donc, l'architecture précédente était une architecture plutôt classique avec deux serveurs front qui avaient un Nginx et un cache en niche. Et trois serveurs dans le bec avec l'instance CubicWeb qui est sous le chapeau de France Archives, deux instances en lecture et une instance en écriture, et avec deux serveurs de base de données avec des instances Postgres en réplication et un cluster Elasticsearch. Donc, l'architecture cible était de déménager tout cela dans OVH Cloud avec une grande partie de l'application dans un cluster Kubernetes avec un serveur Postgres géré par OVH et un stockage S3 au lieu d'avoir un stockage sur disque. Donc, qu'est-ce qui cela a impliqué comme changement d'infrastructure? Donc, un grand changement d'infrastructure est qu'on est passé de machines virtuelles où sont déployés les différents composants de France Archives vers Kubernetes. Aussi, les différents composants étaient avant déployés avec des paquets Debian. Cela a changé avec la dockerisation. Maintenant, c'est déployé avec Docker et installé avec pip, comme ce sont des composants en Python. On est passé d'un stockage sur disque NFS vers un stockage objet S3. Aussi, des applications dépendaient beaucoup plus d'un stockage persistant. Maintenant que sur Kubernetes, ce sont des applications stateless. On est passé d'un nombre fixe de machines que vous avez vu tout à l'heure vers un scaling qui dépend de la charge sur le site. Et aussi, on a remplacé les certificats payants SSL par Let's Encrypt. Cela a aussi impliqué un changement d'outil de support. On est passé d'une CI Jenkins vers une CI sur notre forge en intérieur, ce qui est une forge Heptapod, qui est un fork GitLab pour Mercurial. On est passé d'une supervision basée sur Nagios et Munin vers Prometheus et Grafana, et des logs décentralisés vers des logs centralisés sur Greylog.
Un grand changement pour nos développeurs était aussi que maintenant l'accès sur les machines ou sur les instances où tournent les différents composants ne se fait plus par SSH, mais plutôt par kubectl et Lens, ce qui permet aussi de mieux gérer l'accès à ces outils-là. Maintenant, je passe la main à Arthur. Je vais rajouter quelques détails là, sur la partie outils support. Une des parties des changements, ça a été justement de permettre une expérience développeur qui est un peu plus élaborée. Voilà, on y reviendra. Donc Prometheus pour la collecte de métriques et Grafana pour construire des dashboards qui sont exploitables non seulement par la partie hébergeur mais aussi par la partie développeur. Et puis Greylog ici on l'a mentionné, ça faisait partie aussi des services managés qui étaient proposés par OVH Cloud sur lequel on se repose. Voilà. Et puis la partie kubectl et Lens, pour ceux qui étaient là dans la présentation précédente, c'est un outil qui permet d'accéder à Kubernetes de manière graphique et de manière plus aisée. Et pour petite précision aussi sur Heptapod, donc Heptapod, à Logilab, on a fait le choix d'utiliser Mercurial, qui est un outil de versionning alternatif à Git, et donc pour éviter une monoculture de Git, on utilise cet outil-là, où du coup Heptapod a un support de Mercurial dedans. Du coup, en termes de ressources et de manière de les déployer dans le Kubernetes, on a fait le choix d'utiliser le déploiement d'Elastic Cloud on Kubernetes. Donc, la stack Elastic en fait est disponible en SaaS avec une installation. Enfin, il y a différentes manières de l'installer. Donc, on a recommandé de la déployer au sein du cluster Kubernetes. Donc, Elasticsearch aujourd'hui est utilisé pour l'indexation des documents, le moteur de recherche sur le site public, mais aussi par les services d'archives pour exploiter en fait les données qui sont servies par France Archives. Donc ils vont pouvoir utiliser tout ce qui est outillage Kibana pour analyser les données qu'ils ont dedans, etc. En termes de techno aussi, on a utilisé des opérateurs au sein du cluster Kubernetes. Donc pour la partie Varnish que vous aviez vu dans la partie front, donc Varnish c'est un cache HTTP pour éviter de générer les pages systématiquement. En fait, on va les générer une fois et puis les stocker dans un cache de manière assez agressive pour que le site réponde vraiment très rapidement. Et donc là-dessus, on a utilisé un opérateur sur lequel justement on a profité pour contribuer aussi pendant le processus de migration. Et donc du coup, IBM maintient un opérateur pour déployer des clusters Varnish au sein d'un cluster Kubernetes. Et donc ça nous a permis aussi d'utiliser les opérateurs qui sont un pattern très intéressant dans Kubernetes. Si vous faites du Kubernetes, on vous encourage à regarder de ce côté-là. Il y a des choses très intéressantes du point de vue. En fait, sur la partie Elastic Cloud, ça utilise aussi des opérateurs, même si on a un peu moins mis les mains dans le cambouis que sur Varnish. Ensuite, dans le cluster Kubernetes, pour la partie front, du coup, on a des choses assez classiques finalement. On a le Ingress Controller Nginx qui est utilisé pour servir le site. Donc là, on reproduit de nouveau cette partie qui était sur les deux serveurs de l'architecture initiale. Ils sont configurés du coup de manière très agile par des objets dans Kubernetes. Et puis, en plus de ça, donc pour la partie, on est passé de certificat entre guillemets traditionnel vers du certificat Let's Encrypt. On utilise Cert Manager, qui est un outil assez complet pour gérer en fait les certificats. Un des principaux fournisseurs de certificats pour Cert Manager, ça va être Let's Encrypt, mais vous pouvez utiliser d'autres providers de certificats. Du coup, en termes de Postgres as a Service, donc là, on a fait le choix de ne pas s'en occuper, entre guillemets, en tout cas de déléguer l'administration à un opérateur de cloud. Donc OVH Cloud nous fournit des clusters as a service. Donc ça a l'air d'être une solution plutôt solide. On est plutôt content. Voilà, en fait, c'est un service qui fournit 3 nœuds. On a du read-write, du read-only et un serveur de backup. A priori, c'est Patroni qui est utilisé derrière. Et du coup, en termes d'utilisation, on reçoit juste une URL. Il y a même vraisemblablement un HA proxy qui est devant
devant qui va rediriger les choses qui sont en lecture seule, les choses qui sont en lecture-écriture. Donc voilà, il y a un peu de boulot là-dessus, et donc c'est plutôt confortable d'utiliser ça plutôt que d'avoir à s'assurer que la réplication ou s'assurer que l'hébergeur vérifie que la réplication fonctionne bien. En termes de registry, on a plusieurs endroits où on pousse les images Docker. Le choix a été fait vu que c'est du libre et que que le code source est accessible. En fait, les images ne contiennent aucun secret, et donc du coup, on a pu mettre les images en public sur le Docker Hub. Et puis pour toute la partie développement ou démo, etc., on les pousse sur le registre GitLab Heptapod qui est hébergé chez nous. En termes de retour d'expérience, du coup, le défi, donc c'était, enfin, il y a un certain nombre de défis qui sont venus avec cette migration. Pour en lister quelques-uns, quand le ministère nous a dit bon bah voilà, on nous a demandé de passer au cloud, on va passer au cloud, etc. Il y a eu un peu de discussion autour de le cloud, c'est pas forcément complètement magique. Vous pouvez pas vous retrouver dans une situation où il y a uniquement un développeur de logiciel et vous le client. Il va falloir quand même un tiers qui observe ces ressources, qui s'assure que le service marche, etc. Ça va pas être magique. Et donc du coup voilà, il y a eu un petit peu d'échange et un petit peu de choses autour de ça. Donc on a un partenaire qui du coup s'occupe de la partie hébergement. Une des choses qui a été un peu compliquée, c'est que nous on utilisait plutôt Customize et eux ils faisaient plutôt du Helm, donc il y a eu un petit peu de frottement à ce moment-là lors de la migration, mais finalement ça s'est plutôt bien passé. Et puis aujourd'hui on est dans une situation où on est sur le cloud, mais on n'a pas encore les bénéfices de l'élasticité. On est plutôt voilà, sur quelque chose d'assez procédurier, sur on augmente un peu la capacité, puis on la diminue, mais bon, ça viendra peut-être dans un deuxième temps. Pour le retour d'expérience aussi, donc qu'est-ce que ça a changé pour les devs ? On a essayé de faire un peu un retour d'expérience sur qu'est-ce que ça a changé pour les devs, pour les ops, pour le client, etc. Donc pour les devs, alors du coup... ça a changé en termes de livraison continue, donc d'avoir de l'automatisation pour la partie livrée en continu, diminuer la quantité de documentation pour les livraisons. On a bénéficié pendant un temps du coup de la partie review app pour pouvoir, donc ça c'est une fonctionnalité de GitLab qu'on retrouve du coup dans Heptapod pour pouvoir dire pour telle fonctionnalité en fait on va livrer un environnement complet avec sa base de données, etc., avec son Elasticsearch, et pour lequel on va pouvoir montrer au client ou montrer en interne, etc., et faire de la revue là-dessus. Et puis vu qu'on est passé de Jenkins sur lequel en fait c'était assez peu corrélé à la revue de code, voilà, on a aussi cette partie centralisation. Aujourd'hui, la revue de code se fait en parallèle de est-ce que les résultats de la CI sont bons. En termes de DevOps, du coup, voilà, il y a une facilité des mises à jour. On a des mises à jour qui sont plus fréquentes des différents composants que représente l'application. On a une partie reproductibilité qui est très intéressante dans ce mode de déploiement. On a potentiellement, du coup, moins d'interventions pour la réparation du service. Quelques pistes sur la suite pour ouvrir un peu sur le futur. Une des difficultés quand on migre à Kubernetes, notamment pour les devs, ça va être de dire moi j'ai mon environnement de dev, c'est pas tout à fait en Kubernetes, etc. Donc du coup là on est en train d'explorer un outil qui s'appelle DevSpace pour pouvoir faire du développement en se branchant sur un cluster Kubernetes. Voilà, donc il y a des pistes intéressantes. Voilà, et puis en termes d'application et d'infrastructure, je sais pas si tu veux en dire un mot du coup sur la partie Space. Donc, une des questions qu'on s'est posées, c'est comment améliorer la sécurité. Il y avait un moment où la NSA avait publié des bonnes pratiques à suivre pour Kubernetes. Donc, peu de temps après, un outil open source a été créé qui permet de vérifier l'adhérence à ces bonnes pratiques, aussi à d'autres bonnes pratiques. Donc, on va y jeter un coup d'œil. Pour la stabilité, on a regardé un peu KubeMonkey qui permet de tester la stabilité du déploiement du cluster Kubernetes. Oui, voilà. Donc, ça, ce sont les pistes qu'on est en train d'explorer.
Voilà, merci de votre attention. Du coup, le Logilab est une société de services en logiciel libre. On développe France Archive ainsi que plein d'autres projets intéressants en Python, en TypeScript, en JavaScript. On fait du Kubernetes et du DevOps. Et donc, du coup, c'est aussi l'occasion de vous inviter à nous rejoindre. Voilà, et merci beaucoup de votre attention. On a 5 minutes pour les questions. Voilà. Bonjour, merci beaucoup. Du coup, petite question, je n'ai pas forcément compris si vous aviez tranché entre Customize et Helm. Alors, pour l'instant, en fait, on a sur les review apps, on utilise Customize. La cible, en fait, c'est de converger avec le prestataire qui a cette casquette hébergeur pour reprendre ces Helm charts et du coup les adapter, en fait, qu'on soit au plus proche, en fait. Aujourd'hui, ça peut être source de problèmes quand on a fait une modification sur les variables d'environnement côté Customize et qu'il faut les reporter dans Helm, etc. Et puis c'est aussi une piste d'amélioration sur, pour faire une livraison, pour faire une modification, on va faire un pull request sur les Helm charts que eux maintiennent. Donc du coup, non, aujourd'hui, on est très content d'utiliser Customize, on est content d'avoir compris comment ça fonctionne, mais en tout cas, sur ce projet-là, a priori, on va plutôt se tourner vers être convergé avec ce que fait l'hébergeur, du coup, en faisant du Helm. Surtout que, voilà, vu qu'ils l'ont fait, c'est... Merci. Bonjour, oui. J'aurais voulu savoir quel était le volume de données que vous avez eu à traiter. Est-ce que ça a posé des soucis lors de la migration vers le cluster? Et une autre question de volumétrie, c'est votre population d'utilisateurs, c'est combien de personnes uniques? Quelle volumétrie chaque jour d'accès à vos plateformes? Merci. Donc, j'ai malheureusement pas les chiffres sous la main. J'ai une idée, mais je ne veux pas dire des bêtises. Concernant les données, la migration d'un cluster que Postgres vers l'autre, c'est a priori plutôt bien passé. Comme il y a des outils standards pour faire ça, pgdump, pgrestore, donc ça n'a pas posé de problème. On a fait des tests de charge sur le cluster Kubernetes où Arthur peut vous raconter plus de détails dessus. Du coup, oui, pour compléter sur la partie volumétrie, aujourd'hui, sur la partie cluster Elasticsearch fournie par OVH Cloud, on est sur la première brique. Elle est extensible et donc du coup, il y a des projets en cours pour augmenter cette volumétrie de manière assez considérable. Et donc, pour l'instant, voilà, on n'a pas de problème de charge. La migration, en effet, on a utilisé des outils standards. Il y a juste eu une petite période où la partie écriture a été mise en pause, c'est-à-dire pour l'import de données et l'édition dans le CMS, on a fait une pause là-dessus. Et puis du coup, la bascule s'est très bien passée. Pour la partie test de charge et le nombre d'utilisateurs, nous, on n'y a pas accès, mais en tout cas, le client sait quelles sont les fréquentations du site. Pour la partie test de charge, pour la partie technique, en fait, on a utilisé un outil qui s'appelle Locust qui permet de décliner des scénarios de navigation. C'est-à-dire qu'on va avoir des différentes navigations, d'utilisation de moteurs de recherche. En fait, par exemple, la partie Elasticsearch, elle est chargée par le moteur de recherche avec un certain nombre de facettes, mais aussi tout ce qui est moteur d'autocomplétion quand vous tapez dans la petite barre de recherche. Et donc, du coup, c'est deux topologies de consultation qui sont un peu différentes. Et ça, Locust permet, avec un script en Python, d'écrire et puis de tester correctement et de voir si ça tient la charge. Merci pour la présentation. Karine et Arthur, et j'ai moins peur qu'eux de dire des bêtises, donc je vais me lancer. En termes de volumétrie, aujourd'hui dans la base France Archive, ça se compte en dizaines ou centaines de millions d'objets. Il est question d'approcher le milliard prochainement quand il y a d'autres archives qui y seront versées. Et en termes de consultation, c'est plusieurs milliers de visiteurs uniques par jour. Voilà. Je ne peux pas être beaucoup plus précis que ça, mais ça vous donne déjà des ordres de grandeur.
Oui, merci. Moi, j'avais une question. Alors, j'étais pas là au tout début de la présentation, donc peut-être que vous l'avez dit. Excusez-moi si c'est le cas. Vous mentionnez la question de l'hébergeur cluster Kubernetes et savoir si c'est aussi OVH qui fournit une offre managée sur Kubernetes, ou est-ce qu'en fait c'est vous ou quelqu'un d'autre qui héberge le cluster en fait? Oui, on utilise l'offre service managé de Kubernetes par OVH Cloud. Tout à fait. D'accord, ok, merci. Ce qui nous permet du coup d'avoir plusieurs clusters, de pouvoir en supprimer, de pouvoir en créer des nouveaux. Donc aujourd'hui, on a une flexibilité sur la partie architecture de nombre de clusters. Aujourd'hui, on est sur un cluster de prod et un cluster de pré-prod, mais c'est pas du tout impossible qu'on dise bon, la partie Elasticsearch, on veut la mettre dans un cluster dédié. Pour l'instant, on a dit on essaye de faire ça en managé, c'est-à-dire on met toutes les ressources dans le même cluster. Et puis, si on voit que les applications se marchent les unes sur les autres, on peut distribuer ça sur plusieurs clusters parce qu'il y a cette facilité d'accès à travers l'offre d'OVH. D'accord. Et je suppose que vous les déployez avec un outil comme Terraform en fait, pour la création et la gestion des clusters en mode automatique. Alors ça, je laisserai la partie, le partenaire hébergeur répondre à ça. À ma connaissance, pour l'instant, c'est dans les cartons. Voilà. D'accord, ok. Merci bien. Bien, merci beaucoup. Merci de votre attention.